Que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En religion, plus d'1 milliard de personnes dans le monde ont débuté le jeûne du mois de Ramadan ce mardi 13 avril 2021. Et c'est pour la deuxième année consécutive que cette adoration représentant le 4e pilier de l'islam va se dérouler avec les restrictions liées au Covid-19. Déjà, la Umrah, le petit pèlerinage, n'est autorisé qu'aux seules personnes ayant été vaccinées contre le Covid-19. L'accès à l'Arabie Saoudite ne serait autorisé que sous présentation d'un test PRC négatif et le iftar, sans oublier le sourd collectif. Entendez, le repas de l'aube et la rupture de jeûne seront interdits au centre de la mosquée en raison des respects de mesures barrières. En Iran, à la suite de nouvelles sanctions contre des autorités iraniennes accusées d'avoir joué un rôle dans la répression violente de manifestations en novembre 2019, Téhéran a annoncé le lundi 12 avril 2021 qu'il suspendait tout dialogue sur les droits humains avec l'Union européenne. Ces sanctions visant 8 responsables de l'Iran ont été fermement condamné par la République islamique, ceci en rampant en représailles tout dialogue sur les droits humains qu'on susmentionné avec les 27 et la coopération résultant de ce dialogue. Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a déclaré, je cite, « Il convient assurément de rejeter de telles actions de la part de ceux qui prétendent de façon mensongère être les champions des droits humains, les mêmes qui, pour les motifs politiques, sont non seulement restés muets face à la violation des droits humains du peuple iranien sous le régime des sanctions illégales imposées par les États-Unis, mais ont aussi coopéré avec eux. En conséquence, l'Iran suspend tout dialogue sur les droits humains avec l'Union européenne et toute coopération résultant de ce dialogue, en particulier en matière de terrorisme, de lutte contre le trafic de drogue et des réfugiés, a-t-il mentionné. Dans la liste des sanctions annoncées par l'Union européenne, des gels d'actifs et des interdictions de visa contre les 8 responsables de la sécurité iranienne. Il s'agit notamment du chef des gardiens de la révolution, des commandants de milices, de la police et des forces spéciales iraniennes, sans oublier l'ancien directeur de la prison d'Evin. L'Union européenne interdit par ailleurs d'exporter vers l'Iran des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et des équipements de surveillance des télécommunications. À noter que ces décisions interviennent au moment où la diplomatie européenne tente une médiation dans les efforts pour relancer l'accord sur le programme nucléaire iranien signé en 2015 entre les grandes puissances mondiales et Téhéran. Au Japon, Tokyo a décidé de rejeter en mer l'eau traitée après la catastrophe de Fukushima Daiichi. Il s'agit notamment des eaux de pluie, des eaux souterraines ou des eaux déversées sur les réacteurs pour refroidir le combustible fondu après le tsunami de 2011. Des eaux qui ont été contaminées puis traitées dans l'installation ALPS créée spécialement sur le site nucléaire et dont toutes les substances radioactives sont éliminées sauf le tritium. Selon le premier ministre japonais Yoshihide Suga, la gestion de l'eau contaminée est une question qu'on ne peut pas éviter dans le processus de démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Nous ferons en sorte de garantir une sécurité bien supérieure au niveau de référence et le gouvernement prendra les mesures contre la propagation des rumeurs néfastes non fondées, a-t-il déclaré. Mais la Corée du Sud et la Chine, Greenpeace, font partie de ceux qui s'opposent au rejet en mer, à l'instar des pêcheurs locaux qui craignent pour la réputation de leurs produits. Environ 1,25 million de tonnes d'eau contaminées sont stockées dans des réservoirs à Fukushima Daiichi. Le rejet en mer de ces eaux prendra plusieurs décennies. Aux États-Unis, un élève lycéen armé a été abattu le lundi 12 avril par la police américaine dans le Tennessee après que celui-ci a ouvert le feu lors d'une intervention policière dans son établissement. L'un des 2 policiers ayant intervenu de son côté était blessé à la jambe, mais il devrait s'en sortir d'après la police de Knoxville. Il est à noter que la police s'est rendue dans le lycée après avoir été informé qu'un homme armé se trouvait dans l'établissement. Le suspect a donc été localisé dans une salle de bain où la fusillade s'est produite. Lors d'une conférence de presse nocturne, le directeur du bureau d'enquête du Tennessee, David Roche, a déclaré, je cite, « Quand les officiers sont entrés, le suspect a ouvert le feu, ont-ils dit, et les blessés ont été parmi les officiers. »
Toujours selon lui, le suspect a été déclaré mort sur les lieux et a depuis été identifié comme un étudiant d'Houston East. Cet incident survient au moment où un jeune afro-américain a été lui aussi abattu par une policière dont la défense soutient qu'elle a confondu son arme à feu au taser. Et puis en France, un mort et un blessé grave par balle. C'est le bilan d'un coup de feu survenu ce lundi 12 avril 2021 en début d'après-midi devant l'hôpital Henri Dunant dans le 16e arrondissement de Paris. Selon des sources, le tireur a pris la fuite sur un engin à 2 roues et les premiers éléments de l'enquête laissent penser à un règlement de compte et donc un périmètre de sécurité a été déployé dans les 50 mètres autour de l'hôpital. D'après une source proche du dossier, la victime née en 1987 est très connue pour meurtre en bande organisée, trafic de stupéfiants et association des malfaiteurs. Mais le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. La dite enquête a été confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris. Et pour finir, en Russie, la manufacture Nevsky, une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, a été ravagée par un incendie survenu le lundi 12 avril 2021. Le gigantesque incendie a dévasté l'emblématique bâtiment de l'ancienne capitale impériale russe qui date de 1841 et inscrit sur la liste des monuments historiques de la région. Selon le ministère russe des situations d'urgence, 2 pompiers sur 3 ont été hospitalisés après avoir été brûlés sur la moitié du corps, tandis que le contact avec le 3e a été perdu et enfin 4 personnes ont été évacuées. Dans l'annonce selon laquelle le ministère a indiqué les données préliminaires, il a mentionné que l'état de santé des personnes blessées, brûlées sur 40 à 50% du corps, est jugé sérieux. Alors que les quelques 350 pompiers déployés luttaient contre les flammes visibles depuis les centres historiques de Saint-Pétersbourg et qui touchent plus de 10 000 mètres carrés, il est à préciser que les circonstances de départ du feu étaient toujours inconnues. D'après une source des services de secours citée par les agences de presse russes, plus de 4 000 mètres carrés de ce vaste complexe, dont une partie est encore un site industriel, ont été brûlés. Construite par l'industriel anglais Thornton au 19e siècle, la fabrique a été depuis longtemps l'une des plus grandes usines textiles de Russie et du RSS. Une partie de ce complexe est toujours consacrée à cette activité, tandis que le reste est soit abandonné, soit loué pour des occupations commerciales. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.